L'un des temps forts de l'actualité de cette semaine, ça a été la première conférence gouvernementale pour l'examen régional africain sur la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et nous allons y revenir aujourd'hui avec notre invité, Aïssata Kane, conseillère régionale senior du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Afrique subsaharienne. Bonjour Aïssata Kane. Bonjour à vous et merci de l'invitation. Merci d'être avec nous sur Média TV Afrique. Alors, cette réunion interministérielle dont je viens de parler s'est tenue 3 ans après la signature du pacte de Marrakech. 3 ans, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Écoutez, je voudrais d'abord commencer mon propos par remercier le Royaume du Maroc pour l'organisation de cette excellente plateforme de discussion entre les pays africains et quelques partenaires pour la mise en pacte la mise en pacte qui a été, comme vous l'avez souligné, lancée en 2018 au Maroc et il reviendrait au Maroc aussi d'avoir aussi cette prérogative d'avoir au moins une plateforme où les avancées ont été échangées, comme vous l'avez vu ces derniers jours. Le pacte n'a pas eu de retard, comme vous le dites, mais comme vous savez, c'est un processus consultatif. L'adoption du pacte en 2018 ouvrait la voie à plus de coopération internationale qui permettent aux États d'échanger. Donc, le pacte, comme vous le savez, a une revue tous les 4 ans. Donc, à mi-parcours, les 2 ans auraient dû être déjà revus en 2020, mais avec la pandémie, comme vous l'avez souligné, on a eu du retard pour les consultations. Le pacte jette les bases d'échange de leçons, d'échange de pratiques, d'échange de connaissances et d'expériences sur la migration en Afrique. Et le retard que vous avez souligné n'est pas plutôt un retard, mais une capitalisation du temps et qui a permis de sortir avec ces bonnes expériences qui ont été partagées tout le long de cette revue, aussi bien au niveau des discussions, au niveau de la société civile, qu'avec les partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce pacte, qui ne sont pas des partenaires gouvernementaux, mais aussi par les États. Vous avez dû écouter les nombreuses contributions au niveau des États membres qui ont partagé des expériences, qui ont partagé les défis, mais qui ont aussi partagé les bonnes leçons qui ont été tirées de la mise en œuvre de leur politique migratoire, qui sont basées sur les 23 objectifs du pacte. Justement, quels sont les principaux constats et les principales résolutions sur lesquelles cette réunion a permis d'aboutir? Tout d'abord, au niveau des constats, je voudrais attirer ici l'attention sur le fait qu'il y a eu cet engagement au niveau des États, de tous les partenaires, pas seulement étatiques, mais de tous les partenaires qui sont impliqués dans cette dynamique migratoire, à commencer par les migrants. Les partenaires sociaux, les partenaires économiques, les partenaires communautaires. Donc, ça a été vraiment je pense, une opportunité d'avoir une plateforme d'échange qui puisse porter et refléter les préoccupations des uns et des autres, mais aussi puisse porter les suggestions qui pourraient être reçues de part et d'autre. Donc, le fait d'avoir, je pense, 24 États africains qui ont fourni des rapports sur la mise en œuvre du pacte, à elle seule montre le fait de l'engagement des États africains par rapport à ce pacte. Et par rapport à ce groupe africain, a été un des groupes qui a soutenu l'adoption de ce pacte et a été un des groupes où il y a le rapport des actions entreprises par rapport à la mise en œuvre de ce pacte ont été les plus significatifs. Et l'engagement des pays africains dans l'initiative de Champions, aussi lancée par le Royaume du Maroc, montre aussi quel est l'engagement de ces pays africains par rapport à cela. Donc, on a abouti à un examen de ce qui a marché par rapport à l'établissement des politiques migratoires basées sur les 23 objectifs, mais aussi à ce qui a manqué par rapport à des orientations sur certains objectifs qui sont clés et qui nécessitent aussi que les États membres se focalisent aussi là-dessus et qui ont trait plus à la question des droits des migrants, des droits à la vie, la question de tout ce qui est des portabilités au niveau de la migration du travail,
de l'accès aux services de base quand la pandémie comme la COVID-19 frappe. Et on a vu des exemples qui sont significatifs, mais aussi de reconnaissance qu'il y a eu un certain gap par rapport à la mise en œuvre des objectifs par rapport à d'autres. Donc, c'est ce réajustement, je pense qu'il a été important de souligner par rapport à toutes ces discussions que nous avons eues durant la semaine passée. Aïssata Kane, vous l'avez dit, l'un des objectifs de ce pacte est d'améliorer la coopération internationale en matière de migration. On constate dans le même temps que les États-Unis et plusieurs gouvernements européens se sont retirés ou ont freiné l'adoption du texte. Du coup, l'objectif de coopération internationale est-il toujours réaliste? Qu'en est-il au niveau de l'Afrique? Vous savez, une coopération internationale est basée sur l'engagement souverain des États. Le pacte, comme vous savez, n'est pas un pacte contraignant. C'est un pacte qui reflète la volonté de tous ceux qui veulent travailler ensemble pour arriver à une bonne reconnaissance de la dynamique migratoire, une bonne gouvernance qui passe par une migration ordonnée, sûre et puisse porter ses fruits dans le cadre des actions à refléter au niveau national. Donc, ces actions sont un engagement d'État. Donc, elles peuvent se manifester de plusieurs façons, que ce soit dans un cadre national. Et le fait que ce pacte ne soit pas contraignant et montre aussi que l'engagement de ces États au niveau national peuvent aboutir à certaines politiques qui sont pas peut-être ancrées directement dans un cadre qui a été adopté, mais qui s'inspirent grandement des objectifs qui sont dans ce pacte. Et donc, je pense que cette collaboration ou cet engagement interétatique ne dit pas que le pacte n'est pas quelque chose, en tout cas, ces objectifs ne sont pas valorisés par les États qui n'ont pas rejoint le pacte, mais ça montre qu'il y a plusieurs façons d'aborder la gouvernance migratoire et le pacte est l'une d'elles et c'est une base vraiment concrète qui a su avoir l'intérêt de bon nombre de pays et qui a vu aussi l'impact maintenant par rapport à cette revue. Nous avons vu combien ces 23 objectifs ont été importants dans la dynamique gouvernementale au niveau de la mise en œuvre du pacte et de la bonne gouvernance d'une migration qui puisse être basée sur les droits de l'homme. Donc, je pense que les approches peuvent être différentes, mais l'engagement pour une migration, une bonne migration est l'œuvre de tout un chacun, que ce soit ceux qui ont rejoint le pacte ou non. On espère vraiment qu'avec les revues qui ont été faites dans tous les continents, ça pourrait au moins aussi susciter un regard d'intérêt par rapport à ce pacte pour ceux qui n'étaient pas là au départ, mais qui ont pu quand même capitaliser sur la bonne conduite des objectifs et en prendre exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons se féliciter et ce pacte montre que le fait de ne pas être contraignant apporte aussi des solutions si les pays se mettent ensemble pour adresser les défis que peuvent poser la migration, mais aussi discuter des opportunités qu'elles peuvent offrir dans ce cadre. Une autre grande ambition de ce pacte était de renforcer la manière dont contribuent les migrants et la migration au développement durable. Que disent les chiffres à ce propos? Alors, ça, c'est une question un peu difficile d'évaluer les chiffres par rapport à la migration et le développement, mais comme vous le savez, le lien entre la migration et le développement est très complexe et varie considérablement. Mais la migration effectuée dans des conditions propices et soutenues offerte par des cadres politiques et juridiques constitue un bon moteur. Et le fait que le pacte soit ancré sur l'objectif de développement durable 2030, mais aussi sur l'agenda de développement de l'Union africaine 2060, montre que si nous
prenons acte de toutes les contributions possibles, notamment celles des migrants et celles de la diaspora, par rapport à des axes de développement qui peuvent être porteurs et aider les pays dans leur dessein de soutenir le développement au niveau national. Je pense qu'ici, les gains en termes de développement peuvent être mesurés, certes, au niveau financier, mais c'est surtout en termes d'engagement des ressources humaines qu'on peut le faire, parce que les transferts de capacités, de connaissances, ou l'engagement des migrants par rapport à des secteurs de développement et l'apport qu'ils peuvent apporter dans ces échanges et au niveau national contribuent vraiment à asseoir cette idée que le développement est facteur qui permet une bonne migration, mais que la migration est aussi un vecteur de développement. Vous savez, lors le dernier rapport de la Banque mondiale en 2020, les envois de fonds à l'étranger dans les pays tels que les Lesotho, par exemple, représentent seulement 1/5 du PIB. Alors qu'en Gambie, ils représentent près de 16% du PIB. Un autre exemple, au Comores, au Cap-Vert, ils représentent respectivement 13% du PIB. Et en Égypte, 8%, 8,2% pour être précis. Et au Maroc, où j'ai suivi virtuellement aujourd'hui, représente 6% du pays. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Les envois globaux au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce chiffre, selon toujours ce rapport de la Banque mondiale, ont augmenté de 2,6%. Et ce chiffre à 43 milliards. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de voir, surtout si on est parti avant les 2%, 2,6% à 1,6%. Donc, il y a cette évolution et ce constat que la migration comme vecteur de développement est reconnue et nous nous engageons ici, en tout cas à travers le pacte et à travers la création de conditions propices pour que l'engagement des migrants dans tous les secteurs puisse être productif et contribuer encore plus à arriver à cet objectif. Et nous ne parlons pas seulement des renvois de fonds, mais comme j'ai dit, nous parlons du développement d'une manière globale. La migration comme vecteur de développement, vous venez de le dire, mais nous vivons en des temps troubles marqués notamment par la pandémie de Covid-19, l'insécurité dans certaines régions du continent. Quel impact ces crises multiformes ont-elles eu sur les mouvements migratoires au niveau du continent, quand on sait que l'essentiel de la migration en Afrique se fait au niveau interne? Vous savez, comme vous le dites, vous l'avez souligné, les migrations en Afrique sont de manière interne. Et je l'ai soulevé lors de mon propos à l'ouverture de la session technique le 31 août, que le rapport que nous avons établi avec l'Union africaine et l'OIM et l'Union africaine montre que la majeure partie, à 90% des mouvements migratoires se font en Afrique principalement et sont liés à l'emploi. Mais aussi que toutes les populations qui vivent au niveau des frontières de la région et partagent des intérêts socio-économiques contribuent à asseoir cet intérêt de rester dans le continent et de migrer dans le continent. Et nous avons ici des symboliques culturelles, des symboliques sociales qui justifient, je pense, le fait que les mouvements restent à l'intérieur du continent. Mais comme vous avez parlé un peu de tout l'impact, vous avez le Covid a été un facteur de frein au niveau de la mobilité. Mais les frontières à travers les régions restent symboliques en Afrique. Et pour la majorité des populations, donc ça a été vraiment un impact très important par rapport à tout ce qui est échange économique, échange culturel, mais aussi familial, parce que les liens familiaux de part et d'autre des frontières restent très présents. Donc, en début de crise, les restrictions de voyage, comme vous le savez, mises en place par les gouvernements en Afrique, ont eu un impact parfois désastreux. Dans certaines sous-régions du continent, les passages frontaliers et qui permettaient les échanges économiques ont été complètement interrompus.
Et nous avons vu des postes frontières fermés et nous avons vu vraiment tout le commerce intra-africain bloqué à des frontières par ces mesures de prévention. Mais nous avons eu aussi un impact sur l'accès des migrants aux services de base de santé. Et donc, et la livraison aussi de l'aide par rapport aux organisations internationales a été aussi grandement impactée. Donc, c'est comme vous le savez, nous l'avons tous vécu, et ça continue encore à être un peu une période très particulière. Donc, la mobilité sur le continent, avec ses conséquences économiques et en matière de santé, sont indéniables, mais je pense que le retour à la normale un peu contribuera à ramener un peu plus d'espoir et que les nombreux travailleurs migrants qui travaillent dans le secteur informel et qui ont été aussi laissés pour compte ne souffriraient pas trop de cette situation et ne se lanceraient pas encore à migrer plus loin avec les risques de tomber sur les mains des trafiquants et les risques de trafic d'êtres humains et de perte de vies humaines le long des routes migratoires dangereuses. Donc, il y a des leçons à tirer et je pense que le rappel de ces objectifs par rapport à l'importance de certains objectifs qui n'ont pas été adressés pleinement lors de cette revue, notamment celles importantes pour sauver des vies, sont importantes à reconsidérer et à avoir un regain d'engagement des pays à se saisir aussi de ces objectifs et d'avoir cette complémentarité de vue et cet aspect transversal du pacte pour que toutes les dynamiques puissent être mises une à côté de l'autre pour arriver à une réponse qui soit idoine au processus migratoire et que la gouvernance migratoire puisse anticiper ce genre de problèmes qui se sont posés et que s'il y a fermeture, et on espère qu'on arrive au bout de la pandémie, en tout cas que les réponses qui doivent être présentes puissent être là. Et certains pays ont vraiment donné cette opportunité aux migrants de faire partie de leur campagne de vaccination ou de tests à ce moment quand il le fallait. Ils ont eu accès à des services de base, donc ils ont pu profiter des politiques nationales mises en œuvre pour arriver à intégrer les migrants comme étant des personnes vulnérables dans leur programme national. Aissata Kane, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale senior du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Afrique subsaharienne. Merci. Merci à vous.